Guten Tag, Herr Eschbar, wie geht's? Je suis d'autant plus content de vous parler en allemand que ça me permet de valoriser 7 ans de scolarité qui n'ont pas servi à grand-chose et qu'en plus, ça nous permet de parler de ce qu'on va faire de la science-fiction allemande qui n'est pas un pays qu'on associe spontanément au genre. Merci. Merci. Mitzucker. Et j'aimerais savoir en fait comment vous avez découvert la science-fiction. Est-ce que c'était dans l'Allemagne de votre enfance, un genre qu'on lisait beaucoup, ou est-ce que déjà il fallait aller le chercher, les auteurs étaient traduits, qu'est-ce qu'il était? C'était tellement tôt dans ma vie que je rappelle pratiquement pas. J'ai l'impression que j'étais toujours entouré par des livres avec des espèces extraterrestres sur la couverture ou des vaisseaux spatials et tout ça. Dans les différentes bibliothèques que j'ai fréquentées à l'école et dans le village, j'ai passé par des étagères. Un planète étrange, ouais, je vais lire ça. Et au début, je n'avais pas une mémoire pour des noms des auteurs. J'ai lu sans réfléchir qu'il y a quelqu'un qui doit avoir écrit ça. Mais quand même, pas à pas, j'ai compris de quoi il s'agissait. Un important moment, c'était quand j'étais au lycée. J'ai retrouvé un nouvel ami et qui m'a donné mon premier volume de la série Perry Rhodan, Oui. qui est quelque chose d'énorme en Allemagne. C'est pratiquement la moitié de la science-fiction en Allemagne. C'est la série Perry Rhodan. Alors, racontez-nous un peu plus, parce que justement, je voulais vous en parler, parce que vous en avez écrit, vous avez collaboré à quelques Perry Rhodan, je crois, au début de votre carrière. Qu'est-ce que c'est cette série? Alors, c'est une série pour cette série, chaque semaine, un nouvel roman d'environ 100 pages. Et ça depuis 1960 ans. On n'a jamais raté une semaine. Et aujourd'hui, ça continue? Ça continue. Aujourd'hui, on rapproche au volume 3300. Et si on se rend compte, c'est une histoire qui continue. C'est ça. C'est pas des épisodes. C'est le même héros. C'est le même héros. Il est immortel, ça aide. C'est vrai. À la longévité, en tout cas. Et dans le moment, on vit dans l'année 5060, ou choses comme ça. Et ça progresse. Et c'est la plus longue histoire qui est racontée dans l'univers qu'on connaît. Et qu'est-ce qui fait ce succès? Quelle résonance ça avait en Allemagne? Pourquoi Ça, c'est un mystère, oui. C'était la première série comme ça. Au début, quand ils ont commencé, on raconte, ils ont considéré comme succès si on arrive à un volume 50. La maison édition a compté sur, si on vend 30 volumes, on est déjà contente. Mais avec volume 50, ça que de commencer. Oui, ça a explosé. Et qui sont les auteurs? Car je suppose que c'est une espèce de coopérative. Oui, c'est un groupe des auteurs. Entre-temps, dans la 4e ou 5e génération, les premiers auteurs qui ont inventé les héros et qui ont dessiné la série, le monde de la série,
sont déjà morts depuis longtemps. La deuxième génération aussi. Et aujourd'hui, on a des nouvelles auteurs, environ une douzaine. Et le succès est toujours le même. Ou plus ou moins. Il y avait une période dans les années 80, je pense, où il y avait trois éditions à la même temps, parce qu'on a réimprimé les anciens. Ça, on ne fait plus, parce que maintenant, toute la série peut être accédée par e-book. Oui, bien sûr. Et vous lisiez ça enfant? Vous le lisez toujours aujourd'hui? Oui. J'ai lu ça comme enfant. Et ça, c'était la période où j'avais environ 11-12 ans. Et à cette époque, comme en allemand, lu Karl May, les aventures de Winnetou et tout ça. Et maintenant, quand j'ai lu les aventures de Perry Rhodan, Karl May, c'était fini. C'était fini, ouais, ça. Et on a eu beaucoup à lire, parce que j'ai beaucoup des volumes à encore lire. Je rappelle des vacances quand j'ai lu 10 volumes par jour. Et pas dans l'ordre. Ça c'était avant ça. Un labyrinthe d'histoires, une sorte de puzzle. Et ça me donnait l'idée d'écrire moi-même. J'ai pris la machine à écrire de mon père et j'ai écrit mon propre édition, plus fin, bien sûr. Pas bon, mais c'était mon premier texte. J'ai fait aussi une couverture, tout ce qu'il a fallu. Mon série arrivait à numéro 20. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà, oui. J'ai donné cette petit roman à mes amis à l'école. Ils ont demandé, oui, bien sûr, comment ça continue. C'était mon occupation. Oui. Donc c'est une vocation très, très lointaine, elle aussi. Très lointaine, oui, mais ça commence comme ça. Oui. Et Perry Rhodan lui-même, comment vous êtes arrivé à participer, à collaborer Oui, c'était quelques ans plus tard. J'ai publié mes premiers romans, Il y a des tapis de cheveux, Station solaire. Et Station solaire a gagné quelques prix littéraires de la science-fiction en Allemagne. J'étais invité à une convention et j'étais rapproché par le chef éditeur de la série qui m'a demandé: est-ce que vous connaissez la série Perry Rhodan? Et j'ai dit quelle question. Et il m'a proposé d'écrire quelque chose autour de la série. La série, c'est la série elle-même, disons le territoire, le corpus, qu'on ne peut pas accéder que être part de cette groupe des auteurs. Mais autour, il y a des petits romans singulaires et, qui jouent dans le même univers, mais où on est libre d'inventer des choses en plus. Et il avait idée pour moi d'écrire une chose comme ça, et moi, non, je veux écrire pour la série, parce que ça, c'est immortalité. Les autres romans, ouais, ils paraissent... Ils périront. Oui, ça ne dure pas, mais la série... Et vous vous êtes coulé sans problème dans la série? Ça vous a appris des choses ou c'était juste un intermède ludique?
Ah ouais, c'était difficile parce que je proposais, je veux écrire pour la série elle-même. Il a dit non, 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 non. Ça, il doit être, c'est un chemin très long. Euh, il doit prouver qu'on peut écrire pour la série. Et non, 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 ça ne marche pas. On a parlé des autres projets, mais cette petite série à côté était coupée, c'était pas possible, tout ça endormi. Et là, j'ai inventé un mot, la magie des mots. J'ai lu pour la série Dallas. Oui. C'était une sorte d'honneur de participer pour des grandes stars dans la série, un rôle d'invité, être là pour une fois, pour jouer un chauffeur de taxi, ou choses comme ça, quelqu'un. Et j'ai proposé un auteur invité. Et ça a marché. Oui, mais on peut laisser un auteur écrire un roman et après c'est fini. Tout d'un coup, la situation a été changée et j'étais le premier auteur qui a écrit un roman pour cette série. Et cet roman a eu un grand succès. De temps en temps, je suis invité d'écrire un autre. Ouais. Jusqu'ici, j'écris 6 ou 7 romans, et de temps en temps. Et ça, c'est très agréable parce que l'histoire même, c'est prévu par la rédaction qui construit l'histoire même. Alors, tu reçois un exposé, tu commences là, c'est le personnage, il doit avoir il doit se passer ça, 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 et tu dois finir à ce point parce que à partir de ça, le prochain auteur va écrire le roman. Et bon, ça, c'est plus facile Oui. oui. Que de tout inventer, oui, c'est vrai. Dans quel état était la science-fiction allemande au-delà de Peri Rodan quand vous avez commencé à écrire, puisqu'on donne souvent le milliard de tapis de cheveux comme la date fondatrice d'une nouvelle science-fiction allemande? Pour qu'il y ait nouveau, il faut qu'il y ait ancien. Qu'est-ce qu'il y avait avant? À l'époque, quand j'ai publié des milliards de tapis de cheveux, c'était un peu un trou dans la scène allemande. Alors je suis devenu connu parce qu'il y a peu de concurrence. Oui, Avant, c'était une scène très vivante, un peu endormie. Et depuis, ça a augmenté. Même la série Période, on a eu des difficultés de trouver des auteurs nouveaux. Oui. Ça a peut-être aidé aussi. Donc l'impact de ce premier roman fait un peu l'effet d'une bombe, enfin un succès qu'on n'attendait pas, relance un peu le genre. Comment vous l'avez construit ce livre donc qu'on voit là et qui est ce qu'on appelle, je crois, un fix-up, c'est-à-dire plus qu'un roman qui part d'un point A à un point B, une suite de nouvelles se passant dans le même univers. Donc il y a une évolution, mais il y a un côté choral, plusieurs personnages qui racontent la même histoire. Comment vous l'avez conçu, ça? C'est un hommage à Bradbury, à Simak, J'ai appris ce terme après. Oui. Non, ma situation était comme ça. Avant, j'ai écrit beaucoup quand j'étais jeune. Quelqu'un m'a proposé, tu dois envoyer tes romans à une maison d'édition pour publier comme livre. J'ai lu mes livres, mes manuscrits, je dis, non, c'est pas assez bon, je dois écrire quelque chose qui est vraiment bon. Et ça m'a bloqué.
j'ai terminé un roman à page 62 parce que j'ai pensé non, c'est pas une bonne idée. Je dois écrire un autre roman. Grave erreur. Il ne faut pas faire ça. Le prochain projet s'est terminé à page 30 et puis j'étais bloqué à l'âge environ 20, autour de mes 20 ans. Mais ce que je pouvais écrire, c'était des nouvelles, des petites choses. Et j'avais cette nouvelle qui est le premier chapitre des tapis de cheveux. Et j'avais une idée pour la fin. Et j'ai commencé avec le projet, ouais, je vais écrire cette autre histoire. Et avec ça, j'ai un père, j'ai un double. Deux histoires qui sont racontées. Et pendant que j'ai fait ça, j'avais une idée pour une suite de la première. Et ils sont arrivés des idées de quelque part dans ma tête. Ah, je peux mettre ça parmi les autres. Et ça, c'est plutôt une idée pour plus tard. Alors, j'ai inventé moi-même ce système d'écrire des petites nouvelles qui rassemblent un roman sans personnage principal. Tout ça. Et j'ai bien compris pourquoi c'est utile d'avoir une personnage principal. Parce que vous trouvez que ça manque? Pendant que j'ai écrit ça, j'ai trouvé oui, ça manque. Et j'ai compris pourquoi on fait ça normalement, parce que ça aide à écrire une histoire. Et votre personnage principal, c'est l'univers que vous dépeignez. Et cet univers, vous y êtes revenu quelques années plus tard dans Quest. Donc c'est la preuve que malgré tout, il existait. Pourquoi il y a eu ce retour après? Vous n'aviez pas tout dit, vous aviez envie de replonger dans cet empire. L'idée principale de Quest est plus ancienne que cette idée. Au début, j'avais le projet d'écrire une scénario pour le théâtre. Oui. Avec un immortel et quelqu'un qui est en train de mourir sur un vaisseau spatial et tout ça. Mais j'ai jamais commencé. Moi, j'ai pas de relation avec le théâtre, en vrai dire. C'était une idée dans la tête dans quelqu'un qui a 13 ans. Cette idée est recommencée parce que j'ai voulu écrire un space opera. Et pour un space opera, il doit avoir un espace. Et moi, je pense, et si je réutilise l'univers des tapis de cheveux, je réfléchis, je dis, oui, ça marche, ça doit marcher bien. Bon, je fais comme ça. Et vous avez d'autres projets? Vous auriez envie de revenir dans cet univers ou Oui, j'ai un troisième roman qui se développe très lentement. J'ai quelques fragments quelque part pour ce roman. Ben, ça va encore durer. Oui. Le milliard de tapis de cheveux dépeint un univers totalitaire. L'Allemagne a eu avec le totalitarisme des rapports assez lourds pendant le siècle dernier. La génération qui précède un peu la vôtre, autant celle comme écrivain d'Heinrich Böll, de Günter Grass, ou comme cinéaste de Werner Herzog, de Fassbinder, de Wim Wenders à ses débuts, a été très marqué, Fassbinder particulièrement, par ce rapport au nazisme, à l'héritage. Est-ce que ça a pesé aussi sur votre génération? Et est-ce que dans le milliard de tapis de cheveux, il y a un écho de ça ou pas du tout? Je pense qu'il y a un écho là-dedans, mais de la génération après, parce que moi-même, je suis agrandi dans des circonstances apparemment normales, oui. Mais
mes parents et les grands-parents, ils étaient influencés. Je pense que c'est un écho de la question de la totalitarisme, c'est toujours C'est une question là. très présente. Oui. Allemagne a eu 2 totalitarismes de différents. Alors c'est dans l'air, ça c'est autour de nous. Et est-ce que la science-fiction est particulièrement apte à transcrire ce genre de rapport avec l'histoire? Je pense que oui, oui, parce que l'histoire de la science-fiction joue toujours dans un monde qu'il faut décrire, qui a des attributs qui est un peu différent de ce qu'on connaît. Et pour ça, on peut exprimer pratiquement tout. On est plus libre que dans un roman normal où on est coincé par cette réalité. Très pénible. Dans Jésus vidéo, qui est un roman postérieur au tapis de cheveux, mais qui a été un gros succès aussi, vous mettez carrément en scène un écrivain de science-fiction qui enquête pour trouver la vérité. Est-ce que c'est un personnage qui vous représente? Est-ce que vous pensez que la science-fiction est même l'arme idéale pour dire la vérité, ou pour dire une vérité? Alors, ce personnage, c'est un peu quelqu'un d'autre. C'est pas moi, mais l'inverse de Madame Bovary quand j'ai écrit ce livre, on va me demander, est-ce que c'est vous? Non, en plus, j'étais jamais à Israël. Donc c'était pas vous. Mais néanmoins, est-ce que c'est un porte-parole pour vous d'un rôle de l'écrivain, de faire tomber les voiles et de... Oui, oui. Pourquoi avoir choisi un thriller, un livre qui est moins directement de science-fiction, même s'il y a des voyages dans le temps, même si on s'échappe du réalisme, mais le thème, enfin le vecteur principal est un autre genre un peu, comme votre collègue Schätzing le fait dans Abyss, qui choisit... les thrillers, j'aime aussi. Ouais. J'ai lu beaucoup de thrillers. J'aime des romans qui sont passionnants, qu'on ne peut pas laisser à part. J'avais toujours l'ambition d'écrire avec du suspense. Ça. C'est pour ça que j'ai écrit dans cette manière. Et en plus, je pense c'était pas quelque chose qui en plus l'histoire, c'est la chasse à une vidéo de Jésus, c'est passionnant de même. Ce serait une erreur d'essayer d'écrire dans une autre manière un roman. Mais vous n'avez jamais écrit de thriller pur, si j'ose dire, sans perspective moins réaliste comme celle-là? Ça, si on a comme Simmel ou comme... Oui, si on a lu beaucoup de science-fiction, on ne peut plus. Il faut toujours avoir un extraterrestre ou un voyage dans le temps ou des choses comme ça. Vous n'avez jamais eu cette tentation du roman purement réaliste ou purement d'aujourd'hui? Oui, mais c'est un peu triste. Quel est votre rapport à la science? Est-ce que vous lisez beaucoup d'articles scientifiques, vous vous tenez au courant, vous avez besoin d'un certain niveau de vraisemblance, ou vous considérez que en fait, la SF c'est aussi du magique et que tout ça, on s'en moque? Oui, ça dépend du sujet et ou de l'idée même. Il y a des romans où on peut inventer des galaxies, si on veut. Mais parfois, un roman est plus fort quand il a des racines dans la réalité. Et moi, j'étais intéressé dans les sciences toute ma vie. Comme enfant, j'ai lu beaucoup de livres sur tous les sujets imaginables. J'avais
beaucoup de livres sur les spatiales, l'astronomie. Ça m'intéressait. Bien sûr, j'ai rêvé de voyager dans les étoiles, tout ça, comme enfant. Vous avez le numéro de téléphone d'Elon Musk? Non, j'espère il a la mienne. Peut-être. Ouais, et aussi, si on fait des recherches sur un sujet, on trouve parfois des choses qui donnent des idées. On ne peut pas inventer dans une autre manière. Ouais. Pour le projet Mars, c'est ça qui vous a guidé. Vous avez beaucoup lu sur Mars, vous avez trouvé des idées dans la littérature, parce que le thème d'Hypermonde cette année, c'est planète, donc c'est votre projet qui colle le plus à ça. Comment il est né ce livre? Alors, la série est née parce qu'une maison édition m'a contacté. C'est pratique aussi. Oui. Et voulait avoir une série de science-fiction pour la jeunesse. Et j'ai lu tous les livres que je trouvais sur Mars. J'ai cherché partout pour avoir une idée comment ça peut être sur Mars, vivre sur Mars, comment c'est pour le corps, pour les pensées. J'ai essayé de me mettre dans le pot de quelqu'un qui est né sur Mars, qui aime le désert, qui a peur aux pensées de quitter l'habitation sans scaphandre, être sous un ciel sans protection, l'eau qui tombe du ciel à terre. Ce sont des idées qui font peur aux enfants là, même si s'ils connaissent des films et des racontes de leurs parents. Tu quittes, tu ouvres la porte, et tu mets dehors et l'eau tombe. C'est incroyable. Oui, parce que les héros du projet Mars sont 4 enfants qui vivent sur Mars, qui sont nés et qu'on doit ramener sur Terre, puisque l'idée de la colonisation de Mars va être abandonnée. Mais c'est le tout début d'une série de 5 livres qui va pas mal évoluer. Qu'est-ce que représente Mars dans l'imaginaire? Pourquoi c'est une planète qui fascine à ce point? La Lune, moins, on sait que c'est un monde plus mort. Vénus ou d'autres sont plus lointains, mais le Martien, à la fois dans son côté terrifiant, le côté petits hommes verts, c'est très, très fort dans l'imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on a toujours pensé que c'est une planète qui rassemble la Terre plus ou moins. Au début, on a pensé qu'il y a des êtres intelligents là. Et méchants souvent. Méchants souvent, oui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'on peut coloniser ou terraformer Mars et construire un monde nous-mêmes. C'est assez ambitionné comme projet. Mais ça vous paraît crédible? Ouais, ça dépend du temps. Pas pour cet siècle, probablement pas la prochaine. Mais donc vos arrière-petits-enfants peut-être? L'histoire de l'humanité est une histoire de migration et d'expansion. Et ça va un jour, dans une manière on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Tout est possible. Je ne veux pas dire impossible. Ça n'est pas français, donc... c'est pas raisonnable. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez du traitement de Mars par d'autres écrivains? Il y en a eu beaucoup. Il y a de Edgar Rice Burroughs, où il suffisait de s'endormir pour se retrouver sur Mars. Hakim Stanley Robinson, qui élabore au contraire une vision le plus crédible possible de la terraformation de Mars. Qui vous a inspiré? Qui vous paraît... Bien sûr, j'ai lu des chroniques de Mars, de Bradbury. Mais qui sont des fables plus que des descriptions réalistes. Ils ne sont pas du tout réalistes, mais ils ont une qualité de rêve. On les rappelle avec des bonnes émotions. La trilogie de Kim Stanley Robinson, j'ai acheté en préparation pour le projet Mars. Mais à vrai dire, je n'ai lu que la moitié du premier tome parce qu'il n'écrit pas tellement passionnant, pas assez passionnant pour moi. Mais ça m'a déjà donné des idées, comment des problèmes, des obstacles pour les colonistes sur Mars. Alors, c'était pas perdu comme lecture. J'aimais beaucoup Seul sur Mars, Andy Weir. C'était un roman très, très fascinant. J'étais sûr, l'auteur est quelqu'un qui travaille pour NASA, mais évidemment non. C'était tout recherché. Un très bon auteur, oui. Il y a beaucoup de films sur Mars qui sont épouvantables. J'ai vu les tout, mais je l'ai oublié déjà. Vous l'avez écrit pour la jeunesse. On vous l'a demandé. Comment vous avez fait? C'est facile d'écrire pour la jeunesse, c'est plus compliqué que pour des adultes. Alors vous prenez des enfants comme héros, ce qui est le premier pas, mais après, est-ce qu'il faut adapter, est-ce qu'il faut simplifier, ou est-ce qu'au contraire, il faut pénétrer dans des univers que vous aviez un peu oubliés? Les éditeurs m'ont dit non, simplifiez pas, il ne faut pas baisser le niveau pour des jeunes. Et je ne fais pas. La seule différence, c'est les romans sont plus courts, moins de sexe, moins de crimes. Mais je me sens obligé d'être scientifiquement correct. Pour un roman pour des adultes, on peut inventer n'importe quoi. Mais pour les jeunes, il faut commencer avec les faits, comme la science, l'état de science, respecter ces informations. À part de ça, c'est une histoire qu'il faut raconter dans une manière sérieuse et passionnante. Il ne faut pas ennuyer les lecteurs. Ça, c'est important. Et la seule chose, c'est qu'ils aiment d'avoir des titres pour chaque chapitre. Oui, ce qui n'est pas une contrainte. Vous en avez fait 5. Jésus Vidéo, je crois, il y en a 3. Vous avez d'autres séries. Vous aimez ça, écrire en série? Qu'est-ce que ça permet? Une ampleur plus grande? Ça permet de faire vieillir les héros? Pour vous qui avez commencé dans la nouvelle, c'est aller à l'autre bout du spectre. Non, oui, j'ai écrit quelques trilogies aussi, mais c'était demandé. C'était une époque où, dans la littérature pour la jeunesse, ne marche pas si ce n'est pas une trilogie. Alors, j'ai écrit des trilogies. On invente une histoire un peu longue, on la coupe en 3, on pense qu'il faut trouver une histoire
plus petit qui est terminé à la fin de chaque tombe pour le justement couper. Voilà. Alors il faut inventer une longue histoire et 3 petites et ça marche comme ça. Mais la plupart de mes romans sont unitaires. Oui. On fait de vous un peu le père fondateur de la science-fiction allemande d'aujourd'hui. Ça vous paraît exagéré, ça vous paraît juste, et qui vous voyez dans vos héritiers avec qui vous avez des liens ou dont le talent vous séduise? Je suis peut-être pas le meilleur juge. Le meilleur juge. Je connais beaucoup des auteurs qui sont plus spécialisés sur la science-fiction que moi. Moi, j'ai dit une fois, j'aime d'écrire la science-fiction pour des lecteurs qui normalement ne lisent pas de science-fiction. Alors ça, c'est un peu mon rôle de transfuser la science-fiction dans la littérature normale pour quelqu'un qui a peut-être ne lit pas des thrillers, il lit un thriller de moi et tout d'un coup ils apprennent bon, j'ai lu ça, c'est science-fiction. Ouais. Tout d'un coup c'est un robot, quelqu'un qui peut liser les pensées des autres. Et à ce moment-là, il faut avoir construit la crédibilité que même un lecteur qui n'est pas habitué à lire science-fiction accepte un tel truc. Ouais. Alors j'ai pour terminer 2 questions plus franco-françaises. La première, mais peut-être que vous n'y êtes pour rien, que c'est juste une histoire d'agent. Tous vos livres ont été traduits chez nous, chez La Talente. Est-ce que vous avez un lien particulier à cette maison? La Talente était la maison qui m'a découverte. Oui. Lors des premières Utopiales à Poitiers en 1998, je pense, c'était là. C'était la première traduction dans un roman SF depuis 18 ans, on m'a raconté. Alors, et quelques autres ont suivi. Dans le moment, c'est un peu bloqué. Ils font beaucoup des autres choses. J'ai publié, je pense, 6 romans qui ne sont pas traduits. Oui. Plusieurs de mes autres romans ne sont pas traduits aussi parce qu'ils ne sont pas assez science-fiction. Oui. Parce que je suis, comme j'ai dit, je suis à côté. Je suis sur la ligne sur la frontière entre la science-fiction et la littérature pour des gens normaux, pour des civilistes. L'autre question est plus personnelle, moins littéraire. En 2003, vous êtes installé en France, en Bretagne, d'où d'ailleurs la qualité de votre français. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous y trouvez? À cette époque, c'était quand le Jésus vidéo est paru en Allemagne et est devenu un best-seller qui m'a permis de laisser tomber mon autre profession comme informatique. Alors on était libre. En plus, on était obligé de quitter l'appartement où on habitait parce que c'était en train d'être vendu. Alors on a cherché un autre endroit. On a fait un voyage en France, plutôt par hasard. On est atterri en Bretagne. On est tombé amoureux avec. Et on se dit, bon, pourquoi pas? Alors c'est amusant parce que
Il y a des polars, des romans policiers qui se passent en Bretagne, dont le héros est le commissaire Dupin, qui sont signés d'un Jean-Luc Banalek, et qui en fait est un auteur allemand qui lui aussi a été attiré par la Bretagne au point d'écrire dessus et de faire une série de, je sais pas, il y a une quinzaine de livres et qui se vendent en Allemagne en tout cas comme des petits pains. Oui, je sais, si j'étais chez un médecin, je dis, votre profession, auteur allemand, auteur, ouais, vous êtes le monsieur Banalek. Non, je ne sais pas. La vie est parfois cruelle. Ouais. Bah, écoutez, en espérant qu'un médecin un jour reçoive Jean-Luc Banalek et lui dise « Vous êtes Andreas Eschbach », je vous remercie de nous avoir consacré un peu de temps. Si jamais il y a 2-3 questions dans la salle, on peut les prendre. Et sinon, on va rendre M. Eschbach à sa table de signature, où je vous invite tous à le retrouver, donc actuellement sous un des chapiteaux sur la place. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci, au revoir.